Kofi Dadié, le représentant du secrétaire général Aswabi. VP Akoun, conférencier du jour. VP Keti Lansine, co-parrain. Camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien. Doyen Alima André Blaise et la génération Tchalpa d'Akouedou. Camarade Corée Antoine, fédéral de Cocody. Camarade Aguédé Paulin, PCO de toutes ces 2 journées. Camarades SG de section. Camarades militants, camarades militantes, chers membres de la famille Diabou, Gomo, mesdames et messieurs. Je voudrais commencer mon message par les vœux. Nous sommes en début d'année et cette occasion-là me donne l'opportunité d'adresser à tout le monde, à toutes les personnes ici présentes, mes vœux pour 2020. Bonne et heureuse année 2020. Année surprise. Année de restauration. Démarrage d'une décennie de restitution. Cette année 2020. Je voudrais remercier tout de suite après le fédéral Corée Antoine. Le remercier lui-même, remercier son bureau pour avoir bien voulu m'associer à ces festivités-là qui marquent la première édition des Journées du militant dénommée Journée Diabou Gomo. Les remerciements tout particuliers au vice-président Keti Lansine et à Kounoulora, respectivement co-parrain et conférencier de la présente cérémonie. Je voudrais pour finir saluer la famille du frère Diabou Gomo. Permettez-moi de vous transmettre les remerciements du président Laurent Gbagbo et vous dire qu'il se porte bien. Et vous dire qu'au niveau de sa procédure judiciaire, nous avons de très bonnes raisons de demeurer optimistes. Le 6 février 2020, nous avons assisté via la télévision, via Internet, nous avons assisté à une audience de la chambre d'appel qui avait pour objectif de statuer sur la demande de Maître Altit de faire lever les restrictions imposées au président Laurent Gbagbo. L'objectif de ce qui s'est passé le 6 février, c'était que la chambre d'appel statue sur la demande faite par l'avocat de notre président qui demandait que toutes les restrictions qu'on impose à sa liberté soient levées. Ce jour-là, il n'y allait pas avoir la réponse des juges. Mais les juges avaient convoqué ce jour-là pour entendre les arguments et les plaidoiries des avocats.
Et les avocats des différentes défenses qui étaient là ont expliqué que, premièrement, les restrictions qu'on impose jusqu'aujourd'hui encore au président Gbagbo et à Blé Goudé n'ont pas de raison d'être. Parce que leurs clients ont été acquittés. Deuxièmement, ils ont fait remarquer que les restrictions qui avaient été imposées à leurs clients, parce que la procureure pensait qu'au bout de sa démarche, elle allait obtenir l'annulation de l'acquittement. C'est ça qu'elle vise. Elle veut que l'acquittement soit annulé. Et que cette annulation-là allait lui permettre d'engager aussitôt, immédiatement, la reprise du procès. En première instance. Or, ce que les avocats ont lu dans ce document-là, c'est que dans le mémoire que la procureure a déposé, elle dit qu'elle ne souhaite plus la reprise immédiate du procès, même si elle obtenait l'annulation de l'acquittement. Vous suivez bien, hein? Alors, en conséquence, les avocats de la défense ont fait remarquer au juge que si la Cour annule la décision d'acquittement, il n'y aura pas de poursuite contre le président Laurent Gbagbo, puisqu'elle dit qu'elle ne fait plus de poursuite. Donc, il n'y aura pas de poursuite contre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et donc, ils seront libres. Deuxièmement, si la Cour confirme l'acquittement, c'est-à-dire si la Cour donne raison à la première chambre qui avait prononcé l'acquittement, si la Cour confirme l'acquittement, Gbagbo est libre. Blé Goudé est libre. Donc, pour ces deux raisons-là, il n'y a pas, on ne voit pas pourquoi on leur impose actuellement là des restrictions à la liberté. Voici ce qui a été expliqué là-bas. Et donc, la chambre d'appel a mis fin à l'audience dès la fin de la première journée même, parce qu'elle estime qu'elle a pu recueillir les observations de toutes les parties pour maintenant se retirer et aller valablement rendre sa décision sur la levée ou la non-levée des restrictions de liberté. Elle dit qu'elle va rendre sa décision dans un délai raisonnable. Elle n'a pas dit quand. Elle dit que ce sera dans un délai raisonnable. Donc nous devons rester patients, continuer de prier et demeurer optimistes. Si la Cour pénale décide de faire du droit, elle devrait purement et simplement libérer le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui pourront alors rentrer dans leur pays comme nous le souhaitons tous ardemment. Voilà le petit résumé que je peux vous faire de ce qui est en train de se débattre là-bas à la CPI. Alors, pour revenir maintenant à notre cérémonie ici, notre cérémonie est là, hein? Elle est en train de se poursuivre. Je voudrais dire que je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin.
et de participer à ces journées du militant qui visent un double objectif en réalité. Premièrement, ceux qui m'ont précédé l'ont dit très fortement, c'est rendre un hommage solennel à un illustre camarade de lui. Du première heure même on peut dire ça comme ça. Le camarade Diabou Gomo. Ses qualités ont été soulignées. Sa première qualité, c'est la netteté, la franchise de son engagement. C'était un homme engagé, sincèrement engagé, résolument engagé. Et puis, également, saluer les actions qu'il a menées. Ça aussi, ça a déjà été dit, mais je le redis parce que moi-même, c'est des choses qui m'incitent à aller de l'avant. Quand j'ai un militant comme ça, je suis content. Il était un acteur infatigable en faveur du rayonnement du Front populaire ivoirien dans tout le district d'Abidjan et dans Cocody. Et puis, la deuxième raison, c'est bien sûr de mobiliser à travers des actions récréatives, des actions sportives, les militants et les sympathisants du Front populaire ivoirien afin que toute la population de Cocody se lève pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Dans l'hommage à Diabou, beaucoup de choses ont été dites. Je voulais juste ajouter mon petit grain de sel. Je voudrais commencer par remercier la famille de Diabou Gomo. C'est une famille qui vit à Brocos, que j'ai eu l'opportunité de fréquenter longuement, parce que moi-même j'ai vécu à Brocos longuement. Et dès le départ, Diabou Gomo est l'un de nos militants qui avait compris la vision du FPI. J'insiste beaucoup sur la vision ces temps-ci. J'insiste énormément et partout où je peux, j'insiste sur la question de la vision du Front populaire. Dès le départ, Diabou Gomo a compris cela. Et le président Gbagbo, à cette époque-là, quand on allait aux élections, il avait lancé un défi aux Ivoiriens. Il avait dit, si vous me donnez le pouvoir, je vous le rendrai. Diabou Gomo a compris cela. Tout le monde n'a pas compris cela. Tout le monde n'a pas compris ce que cela signifiait. Mais Diabou Gomo, il a compris cela. Il a compris que la façon majeure de rendre le pouvoir pour un homme qui a accédé au pouvoir d'État, au pouvoir central, c'est de faire la décentralisation et de réussir la décentralisation. Diabou Gomo s'est donc positionné dans la décentralisation. Il n'a pas cherché à être ministre. Il n'a pas cherché, bon, peut-être que si on l'avait nommé ministre, il n'aurait pas refusé, hein. Mais il n'a pas cherché à être ministre. Il n'a pas cherché à être, comment on peut dire ça, PCA, machin. Il a compris que la décentralisation, là, c'est là l'enjeu. C'est ça qui va permettre au Front populaire ivoirien de faire la différence dans sa gestion d'avec le PDCI qui avait géré le pays jusque-là. Il est allé se battre. Il a mobilisé autour de lui des gens pour prendre la mairie de Cocody. Et au moment où Diabou se battait,
Sa famille même était le symbole du multipartisme. N'est-ce pas? Son grand frère même était un PDCI notoire. Indécrottable. C'est pas vrai? Mais Diabou ne s'est pas laissé intimider. Il a su mobiliser ses troupes autour de lui, d'abord. Et il a su faire imposer son point de vue et sa vision à sa famille d'abord. Et à toute la communauté Adja également par la suite. Ça lui a permis d'arracher la victoire. Dans la commune de Cocody, la commune de Cocody, le bastion de tous les hauts, comment on peut les appeler? Dignitaires, les barons du PDCI. Il a réussi à gagner les élections. Et il a réussi à gérer la commune de Cocody, à mettre son empreinte dans la gestion de la commune de Cocody. C'est un homme déterminé. C'est un homme qui avait compris la vision. C'est un homme qui avait compris que la matérialisation de la vision passait par la maîtrise des communautés de base. Et c'est ce qu'il a fait. La gestion des entités décentralisées qui oblige à acquérir le savoir-faire, à acquérir la connaissance. Et il s'est efforcé à acquérir le savoir-faire et à acquérir la connaissance et à acquérir les bonnes méthodes de gestion. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de reproche à lui faire, mais les reproches là, ça fait partie des choses qu'on fait pour pouvoir avancer, pour acquérir encore plus de savoir-faire, pour acquérir encore plus de connaissances, pour acquérir encore plus de maîtrise. Oh, je ne vais pas arrêter là, il y a tellement de choses à dire sur Diabou. Il est parti trop tôt. Et il est parti dans des conditions difficiles. Aujourd'hui encore, on peut dire Yako à Diabou lui-même, Yako à sa famille, Yako à tous nos militants FPI de Cocody. Mais nous devons continuer la lutte. Et c'est parce que nous devons continuer la lutte que le fédéral, bien malin qu'il est, a associé cette reconnaissance à la mémoire de Diabou à la question cruciale de la reconquête du pouvoir d'État. Lui aussi, il a compris très vite. Ce que je sais, le peu que je sais de la fédération de Cocody, c'est que depuis le 4e congrès ordinaire du parti, qui s'est tenu les 3 et 4 août 2018 à Mossoul, Fédéral Corée, toi et tes camarades, tes soldats, ton élite, ta garde rapprochée, qui a envahi le terrain de tout Cocody, tu as pu abattre un travail qui est honorable. À savoir, redynamiser les sections. C'est vrai que tu es passé de 14 ou 15 sections à 30 sections. C'est beaucoup, c'est un gros chiffre, mais moi je vais te demander d'aller encore plus loin. Parce que Cocody là, ça commence là-bas,
chez moi, hein, par la Riviera Mafite, et ça continue aujourd'hui jusqu'à Bergerie. Ça touche à Bobo. Et même les points où, initialement, à Bobo, on allait faire campagne, c'est-à-dire Djibi, Djogobité, tout ça aujourd'hui, c'est devenu Cocody. Et donc, 30 sections là, toi-même tu es d'accord avec moi, c'est pas suffisant. Bon, il y a un proverbe chez moi qui dit doucement, doucement. Mal. Donc déjà, ça a commencé par la redynamisation des sections. L'organisation des élections des SCG pour les 30 sections que compte la Fédération de Cocody. L'organisation des cérémonies d'investiture, on en a longuement parlé. Tout a été fait. Toutes les sections ont été investies. Ah, il y a encore 2. Ça fait rien, ça fait rien. Gloire à Dieu. Le travail qui est fait est quand même excellent. C'est un bon travail. Et je vous invite à continuer dans cette dynamique-là pour préparer les cadres du parti. Vous savez, les partis n'est rien. Sur les cadres du parti n'ont que des titres et qui n'ont aucun contenu. Et donc, préparer les cadres du parti, préparer les animateurs des structures de base, préparer les militants à relever les défis électoraux qui nous attendent et qui exigent de nous des conditions à remplir. Je suis sûr que tout à l'heure, Laurent Koun va développer ça encore plus largement même. En tout cas, si tu n'as pas prévu ça, mets ça à ton ordre du jour. Si tu as prévu, c'est ta prévu. Premièrement, donc, renforcer les capacités des animateurs des structures de base de nos militants. Nous avons eu écho du grand engouement que le renouvellement des structures de base a suscité à Cocody. De sorte que l'on peut affirmer aujourd'hui, je pense, que le FPI à Cocody a fait sa mue et qu'un renouvellement de la classe politique s'est opéré à Cocody. Mais ça, même si on s'en réjouit, et on doit s'en réjouir, ça crée quand même une nouvelle pression. Tous ces nouveaux dirigeants fédéraux et leurs bureaux, membres élus du comité central, SG des sections et leurs bureaux, SG de comité de base et leurs bureaux, toutes ces personnes-là, est-ce que toutes ces personnes-là maîtrisent vraiment suffisamment les instruments de leur lutte? Est-ce qu'ils maîtrisent suffisamment la vision du Front populaire ivoirien? Est-ce qu'ils maîtrisent suffisamment l'idéologie même du Front populaire ivoirien? Est-ce qu'ils maîtrisent suffisamment le projet de société et le programme de gouvernement du Front populaire ivoirien? Est-ce qu'ils sont capables, au cours d'une campagne électorale, d'expliquer la vision, l'idéologie, le programme du Front populaire ivoirien? Non seulement l'expliquer, mais promouvoir au milieu des électeurs, au milieu de tout l'électorat, la vision, le programme, l'idéologie du Front populaire ivoirien. Je n'en suis pas si sûr. C'est pourquoi il faut, me semble-t-il, accorder la priorité au renforcement des capacités des animateurs de structures de base du Front populaire. Il s'agira donc ici de former tous les animateurs. Je ne dis pas de former les principaux animateurs. Je dis de former tous les animateurs des structures de base, afin qu'ils deviennent des citoyens, qu'ils deviennent, je ne dis pas afin qu'ils deviennent de bons militants du Front populaire.
C'est pas ça que je vise. C'est pas ça que je vise. Ce que je vise, c'est qu'ils deviennent des citoyens, c'est-à-dire des bons ivoiriens, des citoyens à l'esprit transformé. C'est ça que je vise. Il faut que ce soit des citoyens qui ont l'esprit transformé, qui ont l'intelligence renouvelée. C'est ça que je vise. Il faut que ce soit des citoyens qui sont délivrés, dont les esprits sont délivrés de toutes les chaînes de l'Afrique précoloniale et de l'Afrique coloniale et même de certaines chaînes que nous traînons encore dans l'Afrique post-coloniale. Il faut que nous soyons délivrés de ces chaînes. On est d'accord là-dessus? L'esprit, d'abord. La transformation doit être de l'esprit, d'abord. Il faut que nous soyons, il faut que nous formions, il faut que nous mettions au monde des citoyens qui sont pétris de valeurs. Qui sont pétris de valeurs. Qui sont pétris de connaissances. Qui sont pétris de science. Et qui sont donc capables d'édifier cette Côte d'Ivoire nouvelle-là que nous décrivons dans notre vision. Il faut que nous ayons à cœur, fédéral, il faut que tu aies à cœur de faire acquérir les valeurs humaines, les valeurs spirituelles, les valeurs intellectuelles que nous permettront de transformer la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, dans le 21e siècle, nous avons des citoyens qui sont incapables de comprendre la science, nous allons toujours rester là à dépendre des Blancs. Si nous avons des citoyens, militaires pays ou pas, qui continuent d'être complexés par le blanc et la connaissance du blanc et la force du blanc et la puissance du blanc, si nous continuons de vivre dans le complexe du blanc, nous ne serons pas utiles à la construction de la Côte. Il faut que nous ayons des citoyens ivoiriens qui aient les capacités intellectuelles de transformer la Côte d'Ivoire, de transformer les mentalités de la Côte d'Ivoire, de transformer les ressources de la Côte d'Ivoire, les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire, de transformer la culture de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je vise. Et voilà ce que je t'invite à créer ici à Cocody. Des militants, des cadres, ils doivent être des gens debout. Des soldats debout. Des soldats prêts, exactement comme on les décrit dans le texte d'Ézéchiel 37. Des gens qui étaient morts. Des gens qui étaient devenus des ossements. Tellement vieux qu'ils sont même complètement desséchés, blanchis. C'est comme ça que nous sommes. Nous les Africains, c'est comme ça que nous sommes. Des ossements blanchis, des ossements desséchés. Des ossements incapables de réfléchir. Des ossements incapables de créer, incapables de produire, incapables de trouver les solutions. Et nous sommes toujours en train de courir pour que les Blancs viennent nous sauver, pour qu'il y ait des assistants techniques qui viennent nous aider, pour qu'il y ait des soutiens, des aides qui nous apportent l'argent. Nous sommes toujours en train de courir. Nous nous comportons nous-mêmes en ossements desséchés. Je dis, il faut que toi, fédéral, tu sois capable de créer ici, à Cocody, une situation telle, une formation telle, que les ossements desséchés deviennent des êtres humains. Qui se lèvent,
te rhabille du manteau de l'intelligence que Dieu nous avait prévu au départ, lorsqu'il nous créait à son image. Et que nous nous vivions. Et que Cocody se lève. Que toute la Côte d'Ivoire se lève. Que tout le Front populaire ivoirien se lève. Pour transformer nos caractères. Pour transformer les ressources naturelles de notre pays. Pour transformer la culture de notre pays. C'est vrai. Il s'agira de former les animateurs des structures de base du parti. De les former à la connaissance. De les intéresser à la connaissance. De les faire aimer la connaissance. On ne doit plus continuer d'être des gens qui passent le temps à copier ce que les autres font. Nous devons devenir des gens qui créent, qui inventent, qui produisent des solutions. Nous devons, au Front populaire ivoirien, devenir des solutionneurs de problèmes. Et non pas juste des poseurs de problèmes. Oui, la vision du parti doit être connue. L'idéologie du parti doit être connue. Le projet de société, le programme de gouvernement du parti doivent être connus. Les textes fondamentaux qui régissent même le fonctionnement du parti doivent être connus. C'est le premier travail. C'est le premier travail. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand Dieu s'est mis à recréer le monde, la première chose qu'il a faite, ça a été de convoquer la lumière. Il a vu que la terre était vide, déformée, informe. Il a vu que l'eau avait envahi partout. Il a vu que l'Esprit de Dieu même planait au-dessus des eaux. Tout ça a été envahi, il a regardé tout ça. Il dit, mais comment? Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, la première chose à faire, c'est de détruire les ténèbres. Il a convoqué la lumière. Et la lumière est venue. La connaissance, c'est la lumière. Le savoir-faire, c'est la lumière. L'expertise, c'est la lumière. Si tu ne connais pas, si tu ne comprends pas, si tu ne peux pas expliquer, si tu ne peux pas réfléchir pour trouver des solutions, tu vas vivre dans les ténèbres. Tu peux avoir une centaine de comités de base. Si tu ne sais même pas par quel chemin tu dois te lever, tu seras dans les ténèbres. C'est pour ça que j'ai dit que les fédéraux et les SG de section doivent avoir une juste connaissance de la culture. De la culture des populations qui vivent sur le territoire de la fédération. Et ici, sur le territoire de la fédération, nous avons les Acham. Donne-moi mon micro. Il faut connaître les données historiques, les données économiques, les données sociales, les données sociologiques du territoire. Il faut connaître les leaders d'opinion, les autorités coutumières, les autorités religieuses, les responsables d'ONG et d'associations diverses. Il faut les connaître. Les responsables de l'administration, les préfets, les sous-préfets et toute autre autorité technique, il faut les connaître. Quand je dis connaître, j'utilise l'expression au sens biblique du terme. Connaître, c'est-à-dire aller au contact de cette personne pour savoir exactement qui ils sont. Le préfet, qu'est-ce qu'il aime voir? Qu'est-ce qu'il aime manger? Il faut savoir tout ça. Quel est le mot auquel il est sensible? Qu'est-ce qui l'énerve quand on lui parle? Il faut connaître tout ça. Parce que tu vas venir un jour négocier des choses avec le préfet. Si les mots que tu vas utiliser sont des mots qui vont provoquer des gifles, tu n'obtiendras rien.
Il faut connaître les problèmes des jeunes, les problèmes des femmes. Il faut connaître les zones faibles et les zones fortes, de forte implantation du parti. Il faut avoir les statistiques des dernières élections. C'est un travail scientifique. C'est un travail méticuleux d'établissement de la monographie de chacun de vos territoires de compétences. Et il faut rapidement engager cela et achever cela, parce que toi-même tu l'as dit, le temps court, on n'a même plus l'année du moment. Il faut préparer les militants aux élections. Il faut préparer les sympathisants aux élections. Le congrès de Bossou a fait 2 recommandations majeures. Il a dit, première recommandation, le FPI doit participer à toutes les élections. Moi, j'étais en prison. C'est vous qui étiez au congrès de Bossou. Donc, vous avez arrêté cette décision en bonne connaissance de cause. Deuxième recommandation, la refonte même des fédérations pour avoir de nouveaux découpages où la fédération est maintenant calquée sur la circonscription électorale. Si le congrès de Bossou a pris ces décisions-là, c'est pour donner au parti toutes les chances de reconquérir le pouvoir d'État à la prochaine élection présidentielle et aux élections locales à venir. Donc, il convient d'insister sur le fait que les organes de base du parti, dont les fédéraux sont la pierre angulaire, ils ont un rôle crucial à jouer dans la reconquête du pouvoir du parti. Les fédérations doivent être de véritables machines à fabriquer des élus. Ça, de véritables machines à fabriquer des élus dans leur circonscription de pouvoir. À commencer, quand on dit fabriquer des élus, c'est à commencer par le plus illustre de nos candidats, qui est notre candidat au présidentiel, qui est le président Laurent Gbagbo lui-même. La machine à fabriquer des élus. En effet, pour gagner les élections, les fédérations doivent s'impliquer à fond afin de maîtriser les instruments électoraux. Vous les connaissez, hein? CNI, toutes les opérations de vote, les chaînes des résultats, les organes d'observation, de régulation, de contentieux électoral, etc. Conduire efficacement le processus électoral lui-même. C'est-à-dire réussir à maîtriser les structures centrales et les structures locales de la CEI, la question de l'affichage des listes, mais aussi la question du contrôle des listes électorales. Le choix des présidents des bureaux de vote. La sécurisation du processus électoral avec la formation de nos délégués dans les bureaux de vote. En conséquence, le fédéral et son équipe choc, j'insiste sur le mot équipe choc, doivent maîtriser parfaitement le nombre de bureaux de vote dans toute la fédération, le nombre d'inscrits dans chaque bureau de vote, les adresses et les domiciles des électeurs dans toute la fédération. Voici les chefs d'Akwedo qui sont là. Combien de bureaux de vote nous avons à Akwedo? Qui est inscrit dans le bureau de vote d'Akwedo? Vous devez connaître tous les noms de tous les inscrits. Identifier même leur maison pour aller leur rendre visite avant même
que tout le processus électoral soit lancé. C'est ce que Diabou Mouma faisait. Et il a pu gagner les élections ici à Cocody. Aujourd'hui, le défi, c'est je vais passer rapidement sur le reste parce qu'il faut quand même que je laisse quelque chose à dire à Koumou. Je vais juste donner donc les titres au cas où vous n'aurez pas prévu ça. Mobiliser les électeurs, mobiliser les fonds et mettre en place les stratégies de campagne. Hein? Je passe. Mobiliser les militants et les sympathisants, les électeurs en général. Ça signifie que vous allez mettre en œuvre des actions de masse pacifique. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est une action de masse pacifique. Mais il faut que cette action de masse, la prochaine fois, sorte du cadre du parti pour atteindre les autres électeurs. Dans Cocody là, on a un électorat PDCI. On a un électorat RHDP. N'est-ce pas? Mais la prochaine fois, j'aimerais bien voir les RHDP à vos côtés. J'aimerais bien voir les PDCI à vos côtés. Parce que dans les RHDP là, il y a des gens qui vont vouloir voter pour vos candidats. Hein? Il faut les détecter, il faut les intéresser, il faut les attirer, il faut les séduire et il faut les conquérir. Vous qui êtes les garçons là, est-ce que j'ai besoin de vous? Ah, il y a quelqu'un qui a dit le mot que je ne vais pas vous dire. Elle dit, c'est une femme, elle dit, il faut aller les draguer. Mais il y a un dernier défi. Il y a un quatrième défi. C'est la réussite de la réconciliation. Tout ce qu'on vient de dire, on ne réussira pas tout ça si on ne réussit pas la réconciliation. Or, sur cet axe-là, il y a déjà deux axes forts qui ont été posés. Apporte-moi ma chaise ici. Il ne m'en reste plus beaucoup à dire, mais je vais m'asseoir pour vous. Il y a deux axes forts qui ont déjà été posés. Il ne faut pas pénaliser celui-là. Le premier axe fort a été posé par le président Laurent Gbagbo, qui a accepté de rencontrer le président Ali Konameti. En faisant cela, ces deux on dit d'essuyer mon front. Ils ont ouvert de la sorte les discussions et ce que j'appelle le réapprentissage de la vie commune apaisée. On est d'accord, non? Oui. Entre citoyens ivoiriens de bords politiques différents, de visions politiques différentes, mais tous ces citoyens-là sont animés par le même profond désir de bâtir pour nos enfants et pour nos petits-enfants
une vraie nation. Une patrie ivoirienne moderne, développée, prospère, réunifiée. Exactement ce qu'on dit à la fin, n'est-ce pas, de l'hymne national. La patrie de la vraie fraternité. Donc, ce premier chantier-là, il est déjà ouvert. Nous n'avons qu'à nous engouffrer par cette porte-là et continuer le travail et faire le travail concret sur le terrain. Le deuxième acte fort, s'il vous plaît, quand je vais en parler là, ne me lassez pas. Bravo! Ne me lancez pas de pommes pourries. Le premier acte, le deuxième acte fort, c'est lorsque le président Laurent Gbagbo a rencontré le premier ministre Afingis. Il n'y a pas de pommes pourries. C'est la saison des mangues. C'est la saison des mangues en plus. Et en faisant cela, ils ont entraîné, en tout cas le président Gbagbo a entraîné tout notre parti. Tout notre parti. Le Front populaire ivoirien. Dans un exercice grandeur nature de réconciliation réelle. Donc, vous voyez, tous les Ivoiriens nous regardent maintenant. Vous dites, vous voulez réconcilier. Démontrez-nous grandeur nature. On veut voir votre capacité à réconcilier. Ici, il s'agit de la réconciliation réelle et véritable entre deux fratries, c'est-à-dire entre deux groupes de la même famille. On est d'accord là-dessus? Je peux continuer? Le train de la réconciliation nationale est donc en marche. Je nous invite à entrer dans ces wagons sans crainte, avec assurance et même avec enthousiasme. Armons-nous de grandeur d'âme. Armons-nous de grandeur d'âme. Armons-nous d'esprit de dépassement et de pardon. Je parle au FPI et je trouve une salle très silencieuse. Donc je répète, armons-nous de grandeur d'âme, armons-nous d'esprit de dépassement et de pardon. Bon, encore quelques couleuvres à avaler. Encore quelques coups d'éponge à passer sur nos cœurs. Encore quelques sauts à opérer pour laisser derrière nous les trahisons d'hier, les injures d'hier, les vexations d'hier, les humiliations, les arrestations, les emprisonnements d'hier.
Les pertes même incommensurables. Frère, secoue tout cela. Car, je vous assure que le temps présent, il est à la victoire. Il est à la joie de retrouver un parti fort, une nation forte, une nation apaisée, une nation de nouveau sereine et bonne vivante. En tout cas, le train, il est prêt à embarquer tout le monde. Le train, je le répète, de la réconciliation, il est prêt à embarquer tout le monde. FPI, PDCDO, EDS, CRDPO, RHDPO, nationaux, étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Le train là, il est prêt à embarquer tout le monde. Comme je le disais donc, et je le disais aux jeunes il y a quelques jours, je leur disais samedi dernier que les défis sont importants. Les défis que nous avons à relever sont importants. Fédéral, les défis que nous avons à relever tous ensemble sont importants. Les enjeux sont extrêmes. Mais, je le disais aussi aux jeunes, nous n'avons pas droit à l'échec. Et je le répète à vous aussi, nous n'avons pas droit à l'échec. Nous pouvons commettre des erreurs. Hein? Nous pouvons commettre des erreurs. Mais nous n'avons pas droit à l'échec. Mettons-nous donc tous au travail. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'il bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'il bénisse le Front populaire ivoirien réconcilié, fort et victorieux. Je vous remercie.